La présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, à Abidjan ce jeudi pour résoudre définitivement la question sécuritaire à la frontière entre son pays, le Libéria, et la Côte d'Ivoire. Les femmes députées de la nouvelle législature ont échangé avec la première dame Dominique Ouattara, l'épouse du chef de l'État. Elles ont parlé de la contribution des femmes dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire post-crise. Ce jeudi 18 octobre, une messe d'action de grâce pour le 107e anniversaire de la naissance de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, décédé le 7 décembre 1993 à l'âge de 88 ans. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce tour complet de l'actualité nationale et internationale. Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Libéria, a effectué une visite de 24 heures à Abidjan. La séance de travail avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara a été essentiellement consacrée à un sujet qui demeure d'actualité. Il s'agit d'assurer la sécurité à la frontière entre le Libéria et la Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abola. Aussitôt arrivé à Abidjan ce jeudi 18 octobre 2012 pour une visite de 24 heures, la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, et son homologue ivoirien Alassane Ouattara se sont retrouvés au palais présidentiel. Les deux chefs d'État ont échangé pendant environ 3 heures d'horloge pour évoquer la question de la sécurité aux frontières ivoiro-libériennes. La présidente libérienne s'est dite heureuse de la mise en place d'une commission conjointe pour une meilleure collaboration dans la surveillance de leurs frontières communes, comme l'a demandé le Conseil de sécurité de l'ONU. Même son des cloches pour le président ivoirien Alassane Ouattara, qui non plus n'a pas caché sa joie de recevoir son homologue du Libéria dans le cadre des efforts poursuivis en vue du développement de leurs deux pays. Au-delà de la sécurité, la Côte d'Ivoire et le Libéria ont des liens anciens, des liens très forts depuis des décennies. On a pu faire pour la coopération entre nos deux pays. En tout cas, je voudrais noter que depuis votre arrivée, la coopération s'est encore renforcée et notre intention est d'aller encore plus loin. Et ceci nous permettra d'ailleurs de réunir assez rapidement la grande commission ivoiro-libérienne. Nous avons également décidé ensemble de certaines initiatives dans le domaine sécuritaire, dans le domaine politique et diplomatique et économique. Je voudrais donc, Madame la Présidente, saluer encore votre leadership, votre courage et dire que nous sommes très très heureux de ce que vous ayez pu prendre du temps pour venir avoir ces échanges avec nous, à peine 24 heures après votre retour au Libéria, car vous étiez à Tokyo pour des réunions importantes également. Le président de la République, Alassane Ouattara, après cet entretien sanctionné par un communiqué final, a tenu à être aux côtés de la présidente libérienne à son départ à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, où il l'avait accueilli quelques heures auparavant à son arrivée. Un accueil à la dimension de l'illustre hôte, en heure militaire, avec l'interprétation des deux hymnes nationaux, libériens et ivoiriens, suivi d'un tête-à-tête d'une dizaine de minutes au salon d'honneur avant les échanges au palais présidentiel. Comme annoncé par Jérôme Kofi Aboulin, nous vous proposons donc ce communiqué final qui a sanctionné cette visite de la présidente du Libéria en Côte d'Ivoire. Communiqué final rendu public par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Écoutons le ministre Daniel Kablan-Duncan. Au plan bilatéral, les deux chefs d'État ont exprimé leur satisfaction quant à l'esprit de solidarité qui préside aux relations historiques et fraternelles entre les deux pays. Ils ont noté leur volonté commune d'élargir et de renforcer la coopération entre la République du Libéria et la République de Côte d'Ivoire dans l'intérêt mutuel des deux peuples qui entretiennent déjà d'excellentes relations. Ils se sont réjouis des 3 rencontres de haut niveau tenues par les ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Défense et de la Justice des deux pays sur le plan sécuritaire, dont les décisions ont permis de réduire fortement les tensions à la frontière des deux pays.
Dans ce cadre, ils ont décidé d'organiser une grande rencontre entre les élus et les chefs traditionnels des communautés vivant des deux côtés de la frontière, d'une manœuvre militaire et sécuritaire commune avant la fin de l'année 2012. Ils se sont particulièrement réjouis de la signature le 11 août 2011 de l'accord tripartite Côte d'Ivoire-Libéria-HCR, dont la mise en œuvre a permis le rapatriement volontaire des dizaines de milliers d'Ivoiriens en situation de réfugiés au Libéria, faisant passer le chiffre de 145 000 personnes au plus fort de la crise post-électorale à moins de 60 000 aujourd'hui. Les deux chefs d'État ont examiné le niveau des relations bilatérales qui existent entre les deux pays. À ce jour, plus d'une quinzaine d'accords ont été signés entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, dont notamment l'accord de coopération en matière de justice, signé à Monrovia le 24 août 1972, le traité d'extradition, signé à Monrovia le 24 août 1972, l'accord relatif au transport aérien, signé à Abidjan le 5 mai 1978, le traité d'amitié et de coopération, ratifié en janvier 1980. Ils ont convenu de la nécessité impérieuse de réactiver dans les meilleurs délais les travaux de la grande commission mixte ivoiro-libérienne, dont la dernière session, la 5e, s'est tenue à Abidjan du 2 au 5 mai 1978. Il faut d'ailleurs indiquer que les deux chefs d'État ont décidé que cette réunion doit avoir lieu avant la fin de cette année 2012. Les deux chefs d'État ont relevé les énormes opportunités qu'offrent les économies de leurs pays respectifs. À cet égard, ils ont invité les opérateurs économiques ivoiriens et libériens à intensifier leurs relations en vue d'un partenariat mutuellement bénéfique. Évoquant la situation intérieure de son pays, le président Alassane Ouattara a présenté à son homologue libérienne les progrès notables réalisés dans le cadre du processus de sécurisation, de réconciliation et de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Il s'est félicité de la parfaite collaboration des hautes autorités libériennes aux impératifs de sécurité en Côte d'Ivoire. Pour sa part, la présidence Ellen Johnson Sirleaf a exprimé son soutien au chef de l'État, au gouvernement et au peuple ivoirien pour les efforts soutenus en vue de la réussite de l'œuvre de reconstruction entamée sous les auspices du président Alassane Ouattara et de la restauration définitive et durable de la paix en Côte d'Ivoire. Les deux chefs d'État ont fait un tour d'horizon des grandes questions d'actualité africaine et internationale, en particulier celles du développement économique et social, ainsi que celles liées à la paix et à la sécurité en Afrique. S'agissant de l'Afrique, les deux chefs d'État ont exprimé leur satisfaction pour le rôle positif joué dans le règlement des conflits par les organisations sous-régionales, notamment la CEDEAO. Ils se sont félicités de l'évolution de la situation politique au Mali et ont exprimé leur appréciation des préparatifs en cours pour l'envoi d'une force ouest-africaine au nord Mali à la demande des autorités maliennes. Ils ont également évoqué la situation en Guinée-Bissau et se sont réjouis de l'évolution de la transition politique dans ce pays frère dans sa marche vers la normalité. Au plan international, les deux chefs d'État se sont félicités de leur convergence de vues sur les questions multilatérales et ont convenu d'harmoniser davantage leur politique au sein des instances internationales et des organisations régionales et sous-régionales. Il est bon de préciser que les armées de Côte d'Ivoire et du Libéria vont procéder à des manœuvres communes, militaires et sécuritaires avant la fin de cette année 2012. L'annonce a été faite par les deux présidents du Libéria et de la Côte d'Ivoire et leur objectif, endiguer définitivement les attaques dans l'ouest ivoirien menées depuis le Libéria. Et puis vous allez le voir en image, le nouveau président sénégalais est à Abidjan. Macky Sall participera demain à la cérémonie d'ouverture du 58e congrès de l'Internationale libérale qui aura lieu en présence du chef de l'État
le président Alassane Ouattara, qui l'a accueilli en fin d'après-midi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Ce 58e congrès de l'Internationale libérale est organisé par le RDR, le Rassemblement des Républicains, parti politique, membre du réseau libéral africain. Il est important de noter qu'avant le 58e congrès de l'Internationale libérale, l'Assemblée générale du réseau libéral africain s'est tenue les 15, 16 et 17 octobre à Abidjan, avec pour objectif la rédaction et l'adoption d'une charte libérale africaine, une charte pour faire la promotion des valeurs libérales telles que le respect des droits de l'homme, la justice et l'équité sociale, mais également le respect des élections démocratiques, libres et transparentes. Rendons-nous maintenant à la primature où Aoussou Jano-Kouadio a accordé une audience à la vice-présidente de la BAD, la Banque africaine de développement. Le chef du gouvernement s'est également entretenu avec des délégations d'opérateurs économiques. Le compte-rendu de Alexis Ouedraogo. La 15e réunion du comité consultatif des gouverneurs de la BAD, tenue à Tokyo au Japon le 11 octobre dernier, a adopté par consensus la feuille de route du retour de la Banque africaine de développement à son siège en Côte d'Ivoire. C'est donc pour se pencher sur les étapes suivantes du processus engagé que Sue Varden, vice-présidente de l'institution, s'est rendue ce jeudi chez le chef du gouvernement ivoirien. Le fait que la feuille de route est entérinée est un signal très fort concernant le retour de la banque à Abidjan. Et si Madame la vice-présidente est ici juste une semaine après cette réunion à Tokyo, c'est parce qu'avec le président de la banque, elle a décidé qu'il fallait rentrer ici rapidement pour discuter avec le Premier ministre, le gouverneur, les différents ministres des étapes de ce qu'il faut faire maintenant pour la mise en œuvre de cette feuille de route. La prochaine étape maintenant, c'est une planification détaillée autour des différents aspects du retour, c'est-à-dire l'aspect éducation, logement, sécurité. Il y a donc un certain nombre de déclencheurs qui ont été intégrés dans la feuille de route et qu'il faudra mettre en place à temps. Deuxièmement, il y a un budget détaillé également qu'il faut établir par rapport à ce retour. Et tout ceci sera tout d'abord présenté au conseil d'administration de la banque, puis au conseil des gouverneurs au mois de mai, lors des assemblées annuelles. Les gouverneurs devront donner leur accord officiel et à partir de là, on pourra commencer le retour concret de la banque. Ce retour de la BAD en Côte d'Ivoire, au-delà de confirmer le retour à la normalité de notre pays, contribuera à la création de nombreux emplois. Et puis le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, s'est rendu au siège de l'organisation non gouvernementale ANA, qui signifie Aimons notre Afrique. Le chef du Parlement ivoirien, qui vient d'être distingué par cette ONG avec le prix du fair play électoral, a voulu par ce déplacement encourager les responsables de cette organisation non gouvernementale qui œuvre pour la promotion de l'Afrique. Cette ONG s'investit également dans la promotion de la démocratie ici en Côte d'Ivoire. Les femmes députées de la nouvelle législature ont échangé avec la première dame, Dominique Ouattara, l'épouse du chef de l'État. Elles ont parlé de la contribution des femmes dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire post-crise. Le point avec Viviane Aïma. Cette visite que les femmes députées de Côte d'Ivoire ont rendue ce mercredi après-midi à la première dame Dominique Ouattara à son cabinet à Cocody a été enrichissante pour l'avancement de la cause des femmes et des enfants en Côte d'Ivoire. Grande militante de cette cause qu'elle défend depuis de nombreuses années déjà à travers sa fondation humanitaire Children of Africa qu'elle a créée en 1998 et qui intervient dans 11 pays d'Afrique, elle a félicité ces femmes députées de la nation qui sont des exemples de l'émergence des femmes. Mes chères sœurs, je voudrais tout d'abord vous dire, en tant que femme, combien je suis fière de vous. Vous êtes là, devant moi, en digne représentante du peuple, élue par vos populations. Bravo pour votre élection. Continuez à mériter la confiance que les populations ont placée en vous. Battez-vous pour leur bien-être et pour que chaque Ivoirien ait de meilleures conditions de vie. La première dame leur a parlé des actions qu'elle mène au profit de ses concitoyens dans les domaines de la santé, de l'éducation, pour l'accueil des enfants de la rue et pour l'aide aux femmes. Son projet de construction d'un grand hôpital pour la mère et l'enfant qui sera bientôt réalisé à Bingerville. Elle leur a également présenté son deuxième grand projet qui est en phase finale de préparation et qui concerne la mise à disposition des femmes de Côte d'Ivoire d'un microcrédit pour une enveloppe
enveloppe départ de 1 milliard de francs qu'elles pourront acquérir sous forme de prêts à faible taux de remboursement et pour des montants allant de 30 000 francs minimum à 500 000 francs et 1 million de francs pour les groupements coopératifs. La première dame a aussi expliqué la croisade qu'elle mène en ce moment contre la traite, l'exploitation et le travail abusif des enfants en Côte d'Ivoire. En qualité de présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, elle a adressé à ses députés qui votent les lois à l'Assemblée nationale un plaidoyer en faveur des enfants de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est la lutte contre le travail des enfants. Nos enfants sont notre avenir. Je le dis bien souvent et c'est une réalité. Nous devons les protéger et les entourer de toute notre affection. Il me tenait à cœur de vous faire part d'un vœu qui m'est cher. Il s'agit de l'adoption d'une loi visant à rendre l'école obligatoire pour tous les enfants. La place des enfants est à l'école et non dans la rue ou dans les plantations. Vous qui êtes des femmes, des mères, qui êtes proches de nos parents, aidez-moi à porter ce message auprès de vos populations respectives. Il ne s'agit pas d'empêcher les enfants d'apprendre des travaux socialisants avec leurs parents, mais de les protéger contre l'exploitation et les travaux dangereux. L'engagement de la première dame a suscité l'estime de ses représentantes du peuple de Côte d'Ivoire qui ont manifesté aussi un grand intérêt pour les actions qu'elle entreprend. Dans une ambiance détendue, elles ont posé de nombreuses questions, fait état de préoccupations. Elles ont aussi profité pour présenter des doléances. Après près de 2 heures d'échange dans la salle de réunion, la première dame a convié ses hôtes à une collation servie dans le jardin. Une trentaine de parlementaires membres des commissions des finances et des cadres d'Assemblée nationale de l'UEMOA et de la Mauritanie participent à un séminaire ici à Abidjan et les travaux s'articulent autour du rôle des parlementaires dans la promotion de la bonne gouvernance. Victorien Angwa nous en parle. Examiner et approfondir la compréhension du rôle des parlementaires sur les questions de fiscalité. Améliorer l'efficacité du député pour la réalisation des objectifs des politiques macroéconomiques. Point au menu de la rencontre ouverte à l'hôtel du Golfe à Abidjan. L'Institut africain de développement IAD du groupe de la BAD, avec la collaboration de l'Assemblée nationale, a initié le programme. Thème, rôle des parlementaires dans la promotion de la bonne gouvernance, dans la gestion des finances publiques et la redevabilité. La Banque reconnaît ainsi le rôle important des parlements en tant qu'institution. Leurs fonctions de supervision sont essentielles dans la promotion de la bonne gouvernance économique dans les pays, déclare le directeur du département de la gouvernance et des réformes économiques et financières de la BAD, Lobé Ndoumbe. Les travaux du séminaire régional mettent en exergue l'organisation et le fonctionnement de la BAD, sa stratégie en matière de promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, la redevabilité en matière fiscale du pouvoir législatif. Ils sont une trentaine de membres du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, des commissions des finances ainsi que des cadres des assemblées nationales des 5 pays, dont le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie et le Togo, à prendre part à la rencontre d'Abidjan. La compréhension du processus d'élaboration des budgets et l'allocation aux différents secteurs ministériels, le mécanisme de contrôle dans la mise en œuvre des budgets, le suivi et évaluation ainsi que la supervision constituent les principaux thèmes en atelier. Une délégation d'hommes d'affaires français est en mission de prospection ici en Côte d'Ivoire avec pour objectif de participer à la relance de l'économie ivoirienne. Ces opérateurs économiques ont été reçus hier au district d'Abidjan. Le compte rendu de Marie-Laure Ngouran. Plus de 120 entreprises françaises ont fait le déplacement à Abidjan dans le cadre du Forum d'affaires franco-ivoirien. Le forum achevé, le gouverneur du district autonome d'Abidjan, suite à un lobbying, mobilise plus de 50 industriels français et les convie à un déjeuner d'affaires. L'opération de charme du gouverneur vise un objectif, encourager les hommes d'affaires français à investir davantage en Côte d'Ivoire afin de réduire le taux de chômage, notamment à Abidjan qui compte environ 6 millions d'habitants.
Ce qui préoccupe le président Alassane Ouattara, c'est de pouvoir donner du travail aux jeunes Ivoiriens. Quand nous regardons cette jeunesse dynamique, intelligente, qui ne demande qu'à travailler, nous n'avons qu'une seule envie, faire le maximum d'efforts pour que de grandes entreprises, de petites et moyennes entreprises viennent ici pour coaliser leurs énergies avec celles des entreprises ivoiriennes et offrir aux jeunes Ivoiriens du travail. La délégation d'hommes d'affaires est conduite par le président de la Chambre de commerce et d'industrie internationale de Rhône-Alpes et cette délégation est accompagnée à ce déjeuner par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Convaincu par les propos du gouverneur, le chef de la délégation française s'est engagé à être le porte-parole du district autonome d'Abidjan auprès d'hommes d'affaires et décideurs français. Et je m'engage très clairement devant monsieur le gouverneur, devant l'ambassadeur de France, à être le porte-parole chez nous, en France, à Lyon et dans la région Rhône-Alpes, pour dire qu'il faut que nous nous rapprochions, d'abord parce que c'est nécessaire pour nos entrepreneurs français. La crise économique règne partout dans le monde. Demain, l'Afrique, dans 20 ans, sera une terre bénie. Il est le temps de revenir, il est le temps de se souvenir que la France et la Côte d'Ivoire ont fait tellement de pas ensemble. Et l'offre que je fais très publique à tous les miens, à tous les chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire, nous voulons venir ici, pas pour prendre le travail, pour le faire avec vous, avec eux, parce que je ne connais aucune entreprise, aucun grand patron qui n'ait grandi s'il n'a pas fait grandir les autres. Les hommes d'affaires français sont tous issus de la Chambre de commerce et d'industrie internationale Rhône-Alpes. Le domaine de compétences, la métallurgie, l'agriculture, la santé, les infrastructures, les nouvelles technologies et l'industrie. La première conférence mondiale du cacao aura lieu ici en Côte d'Ivoire à partir du 19 novembre prochain. Et pour parler des enjeux de cette rencontre bilan, une délégation de l'Organisation internationale du cacao et le comité de pilotage ont eu une séance de travail au ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères, le compte-rendu de Noël Nyagno. Le cacao. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur depuis 1978. 33 ans après, le monde entier veut réfléchir sur le cacao et ses perspectives. La Côte d'Ivoire est élue pour abriter la première conférence mondiale du cacao. C'est du 19 au 23 novembre prochain. Un rendez-vous d'importance stratégique pour la Côte d'Ivoire, son économie, son image, après ces années de crise et au regard des personnalités invitées. Je peux vous assurer que tout ce que le monde entier comporte d'expertise au niveau de l'économie cacaoyère mondiale sera présent à Abidjan. Aussi bien au niveau des structures privées, toutes les grandes multinationales du chocolat seront présentes. J'ai moi-même eu ce matin une séance de travail avec les responsables de Mars, la structure de Kraft, Nestlé, tout le monde sera là. Au niveau gouvernemental, tous les pays membres de l'ICCO seront représentés. Nous avons également la société civile à travers un certain nombre d'ONG au plan régional comme international et nous avons également des représentants des bailleurs de fonds, l'Union européenne sera présente et un certain nombre d'autres organisations. Quel est l'état de l'organisation à un mois de ce rendez-vous capital? Une délégation de l'ICCO, Organisation internationale du cacao, conduite par son directeur exécutif, est à Abidjan. Elle a eu une séance de travail avec le comité de pilotage en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Les premières impressions sont bonnes. Étant arrivé hier, nous avons eu l'occasion d'expérimenter, par exemple, l'accueil à l'aéroport. L'accueil était parfait. Le transport jusqu'à l'hôtel, tout s'est très bien passé. Nous avons au niveau technique discuté des différents éléments à couvrir au niveau de la conférence. Tout se passe très bien et nous sommes entièrement satisfaits. Selon les experts, le déficit entre l'offre et la demande en cacao pour les 20 prochaines années est d'environ 1 million de tonnes. D'où la pertinence de la rencontre d'Abidjan pour poser la problématique de la durabilité de la production cacaoyère en Côte d'Ivoire et dans les principaux pays producteurs. La Côte d'Ivoire a reçu une enveloppe de 100 millions de francs CFA dans le cadre du programme de coopération technique avec la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Cet apport financier a été obtenu après une signature de convention au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Demain, vous aurez le compte-rendu de Juliette Ouya. L'actualité, c'est aussi cette rencontre sur la planification énergétique dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique australe. Les travaux de cette rencontre devront aboutir à des résultats techniques bien connus de tous les participants, nous dit notre reporter Lassine Fofana.
Ce sont 17 pays qui participent aux travaux d'Abidjan, mais en réalité ils sont 26 concernés par ces réflexions sur l'énergie. 14 appartenant au pôle énergétique de l'Afrique de l'Ouest, les 12 autres à l'Afrique australe. La direction de l'énergie l'a rappelé, le représentant du maire de Cocody et la représentante de l'AUEA aussi. Cette rencontre doit indiquer la trajectoire à suivre parce qu'au plan local ou même en dehors, certaines interrogations se font pressantes. Comment satisfaire la demande sans cesse croissance de nos populations à moyen et long terme? À quel horizon temporel nos ressources en gaz nous assureront la sécurité de fourniture en électricité? Comment dynamiser notre industrie dans un environnement où l'énergie devient à la fois rare et chère? Face à une urbanisation galopante, quel carburant et quel type de transport moins polluants conviennent-ils à nos populations? Les réflexions qui se tiennent ce mercredi continuent du jeudi pour prendre fin vendredi et s'affirment comme le lieu d'exprimer ce qu'il y a à faire. Ce qui est important, c'est les modèles qui vont être mis en place et les informations qui sont collectées et la manière d'adresser les problèmes, les défis d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est le partage qui est important. Comment les pays comme l'Afrique du Sud se développent en matière d'énergie, les enseignements positifs peuvent être partagés par la Côte d'Ivoire. À l'issue des travaux, les résultats seront consignés dans un document qui devra servir d'outil d'aide pour faire face aux soucis d'énergie des participants pour 2013-2014 déjà. Rendons-nous maintenant dans la région de Ferké, au nord de la Côte d'Ivoire, où une ambulance a été offerte au Haut Conseil pour le développement du canton Palaka. C'est un don du ministre chargé des Affaires présidentielles, Ouattara Ibrahim, les temps forts de la cérémonie de remise avec Evelyne Débat. Les populations des 34 villages du canton Palaka peuvent graver en lettres d'or dans leur mémoire la date du samedi 6 octobre 2012. Ce jour-là est né le Haut Conseil pour le développement du canton Palaka. Daniel Kosomino Ouattara a été élu à la tête de l'organisation, presque à l'unanimité des participants. Les priorités du premier président du Haut Conseil pour le développement du canton Palaka sont entre autres la promotion des valeurs culturelles du terroir, le développement des infrastructures socio-économiques de base, l'amélioration de la productivité agricole, l'entraide entre les membres. Le ton de cette nouvelle dynamique a été donné à travers le don d'une ambulance à l'hôpital de la sous-préfecture de Kumbala par un fils de la région, le ministre chargé des Affaires présidentielles Ouattara Ibrahim, qui réalise ainsi une promesse faite aux populations. Le canton Palaka a honoré 20 de ses filles et fils en leur donnant des diplômes de reconnaissance pour leurs actions en faveur des populations. Comme annoncé dans les titres, ce jeudi 18 octobre, les Ivoiriens ont décidé de commémorer par des prières et de recueillement à l'église Saint-Jean de Cocody le 107e anniversaire de la naissance du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, décédé le 7 décembre 1993. Le compte-rendu de Chantal Akadan. Chaque jour plus étroite. Le 18 octobre, c'est la date anniversaire de naissance du premier président de notre pays. Ce jeudi, Félix Houphouët-Boigny aurait eu 107 ans. Militants du PDCI, sympathisants et oufouettistes se sont souvenus. Ils ont donc pris d'assaut l'église Saint-Jean de Cocody pour communier en prière. Dans son homélie, le père Herman Farma, vicaire de la paroisse Saint-Jean de Cocody, a invité chaque fidèle à cultiver l'amour et la paix, vertu chère à Félix Houphouët-Boigny. Il puisse intercéder et prier pour nous, pour que nous ayons cette paix et cette réconciliation des Ivoiriens qui concerne non seulement la réconciliation avec Dieu, la réconciliation avec nous-mêmes, la réconciliation avec la création tout entière. Parce que le Dieu qui nous a créés nous a fait par amour et nous invite à être partout où nous sommes des artisans de paix. Selon le président du PDCI, Henri Konan Bédié, cette date est importante pour le parti, mais aussi pour tous ceux qui sont épris de paix. Cette journée marque la célébration d'une grande figure, celle du fondateur de la nation ivoirienne, celle du père de la paix et celle du père de la réconciliation. C'est très heureux que nous soyons tous rassemblés
pour cette célébration. Pour ses héritiers, Félix Houphouët-Boigny reste éternel et il compte bien le célébrer à chaque occasion. Et puis la France est en deuil. L'ancien ministre des Relations extérieures, Claude Cheysson, est mort à l'âge de 92 ans. Il s'est imposé comme défenseur des pays du tiers-monde, des pays en voie de développement. Il faisait partie des proches du président Félix Houphouët-Boigny. Il a œuvré pour le développement économique de la Côte d'Ivoire. Et le président Alassane Ouattara a adressé un message de condoléances aux autorités françaises. Le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour exprimer à votre Excellence ainsi qu'au peuple français et à la famille de l'illustre disparu nos sincères condoléances et nos profondes compassions, signe Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La Tabaski sera célébrée le vendredi 26 octobre prochain. L'annonce a été faite ce jeudi par le COSIM, le Conseil supérieur des imams. Des précisions ont été données par le président du COSIM, El Hadj Cissé Digiba, au cours de la conférence de presse suivie par notre reporter Doua Delazer. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, en collaboration avec le Conseil des imams sunnites en Côte d'Ivoire, CODIS, et le Haut Conseil de l'imama et des oulémas, ACI, informe la communauté nationale que le jour de Arafat est fixé au jeudi 9 Zulhijjah 1433, correspondant au 25 octobre 2012. Par conséquent, la fête de l'Eid el-Adha, appelée communément fête de la Tabaski, sera célébrée, Inch'Allah, en Côte d'Ivoire le vendredi 10 Zulhijjah 1433 Hijri, soit le vendredi 26 octobre 2012. Fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction et supervisé par Sylvie Touré. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur RTI 1 et portez-vous bien.